Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma a été investi ce samedi pour son second quinquennat. La cérémonie a réuni des centaines de dignitaires étrangers, mais la vraie question tourne autour des défis auxquels le chef de l'État doit faire face. L'Afrique célèbre ce 25 mai le 51e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. À cette occasion, le président mauritanien, également président en exercice de l'Union africaine, s'est adressé aux citoyens du continent. Et enfin, focus sur la réunion d'évaluation des besoins d'aide aux victimes des mines en Somalie. Nous verrons que le gouvernement et le service de lutte anti-mines de l'ONU tentent d'accompagner le quotidien de ces victimes. Le président sud-africain Jacob Zuma a été investi ce samedi pour son second quinquennat. La cérémonie a réuni des centaines de dignitaires étrangers. Mais quels seront les enjeux de ce futur mandat? Les précisions de Serge Kofi, notre envoyé spécial en Afrique du Sud. Jacob Zuma investi pour un second mandat. Élu le 7 mai dernier avec un score de 63%. Le président Zuma a prêté serment ce samedi à Pretoria devant des chefs d'État invités et des milliers de Sud-Africains. Il a effectué lors de ce moment solennel un discours d'intronisation. Un discours de 30 minutes dans lequel il révèle ses orientations économiques et des mesures pour contrer le problème du chômage. Le chef de l'État accepte la responsabilité de prendre en main la nation arc-en-ciel en mettant en place au niveau social une politique visant la dignité pour tous les Sud-Africains. Nous voulons pousser les Sud-Africains en avant vers la prospérité et le succès. Au niveau social, dans notre plan national de développement, notre vision est de développer les communautés qui auront accès au logement, à l'eau, à l'électricité, au sanitaire, à la sécurité, au transport public, à la santé et à l'éducation. Le président Zuma prévoit pour les 5 prochaines années un programme quinquennal national de transformation économique. Face au taux de chômage de 25%, le double chez les jeunes, le chef de l'État souhaite créer 6 millions d'emplois dans la fonction publique. Son programme comporte également la construction de 5 millions de logements et l'accélération des procédures d'expropriation des terres pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. Le plan national de développement met en priorité le programme national du développement des infrastructures. Nous allons continuer à construire des écoles, des chemins de fer, des ports, des universités, des cliniques, des collèges, des centrales électriques, des routes et plus d'infrastructures à travers le pays. Ce programme continuera d'être suivi par le gouvernement. Selon plusieurs observateurs, le second mandat du président Jacob Zuma s'annonce difficile. Son parti a gagné les élections avec une large majorité, mais l'opposition n'a jamais été aussi puissante. Celui qui a toujours du charisme auprès de la classe ouvrière du pays a désormais 5 longues années devant lui pour changer son image vis-à-vis des Sud-Africains. Voilà maintenant plus d'un demi-siècle que l'Organisation de l'Unité africaine milite pour maintenir la solidarité en Afrique. L'organisation célèbre sa fondation ce 25 mai, date à laquelle il y a 51 ans, les dirigeants africains avaient signé les accords portant sa création. Reportage de Franck Nodofina. La célébration du 25 mai, jour anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, est placée au cœur des problématiques actuelles du continent. Le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, dans son discours prononcé à cet effet, a fait part de son souci de voir certains problèmes clés du continent se résoudre. Mohamed Ould Abdelaziz, qui était vendredi à Kidal au nord du Mali, souhaite aujourd'hui un rétablissement rapide de la paix dans les zones de conflit. La préservation des succès politiques et économiques exige la paix et la sécurité. Les conflits, le terrorisme et l'insécurité transfrontalière constituent des menaces préoccupantes pour certains de nos États. Nous condamnons fermement l'enlèvement des jeunes et innocentes lycéennes au Nigeria. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. Ces pratiques sont contraires aux préceptes de l'islam, qui est une religion de tolérance et de paix. La promotion de l'intégration régionale ou encore la mise en place d'une zone de libre-échange font partie des priorités du président en exercice de l'Union africaine. Selon lui, une réforme du système des Nations unies est nécessaire pour une valorisation du rôle et du poids du continent africain. Les efforts soutenus à travers le continent ont sensiblement amélioré les indicateurs du développement. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour combattre les maladies endémiques et faire reculer le chômage et la pauvreté, en particulier dans les rangs des femmes et des jeunes. Nous devons veiller à la modernisation et à l'expansion de nos infrastructures de base
à la bonne gestion et à la valorisation de nos ressources naturelles. 2014 a été décrétée année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Les dirigeants africains sont aujourd'hui invités à investir au moins 10% de leur budget au développement de l'agriculture. Ceci devrait permettre de diminuer le niveau de pauvreté de bon nombre de pays. Le Kenya s'inquiète de son image de marque auprès des touristes internationaux. Les récentes attaques pèsent sur le développement du tourisme. En 2013, le secteur a enregistré une baisse de 11%. Flore Onissa nous en dit plus, commenté par Aminata Diak. Les récents attentats survenus dans la capitale kenyane, Nairobi, et les avertissements des tours opérateurs qui ont suivi ont porté un coup aux promesses faites par le président Uhuru Kenyatta il y a 1 an pour développer l'industrie du tourisme génératrice d'emplois. Rien que durant la semaine qui vient de s'écouler, pas moins de 1000 touristes anglais ont quitté leur centre de villégiature sous escorte de l'armée. Nous avons passé 9 jours ici pour un safari. C'était de très bonnes vacances, un très bon moment. Mais je suis vraiment déçu que nous soyons obligés de rentrer chez nous. Le Kenya va nous manquer. L'attentat du centre commercial Westgate à Nairobi, qui a fait une 60aine de morts en septembre 2013, est encore très présent dans les esprits. Ces incidents ont un effet très négatif en termes d'image, mais aussi en termes de destination. Un certain nombre de marchés clés ont émis des avis contre notre destination, ce qui contribue à aggraver la situation. La baisse du nombre de touristes affecte durement l'économie du pays. Ce secteur emploie pas moins de 350 000 personnes. Cette saison, les affaires ne marchent pas, parce que vous pouvez venir ici pendant 2 semaines et à la fin, vous ne faites aucun chiffre d'affaires. La tendance risque de s'aggraver. De nombreuses personnes évitent encore Mombasa et il faudra attendre longtemps avant qu'elles ne se décident à revenir. Nous attendons de voir comment la situation va évoluer dans les prochains mois. Le Kenya a essayé de séduire les voyageurs chinois au cours des dernières années, mais les arrivées en province d'Asie sont encore inférieures à celles des visiteurs européens. Les principaux touristes proviennent pour le moment de Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie et la France, qui eux seuls représentent plus d'un tiers des touristes. Dans le reste de l'actualité, Forum des Premières Dames d'Afrique. La rencontre se tient à partir de ce dimanche à Banjul, la capitale de la Bangui, pour 4 jours. Le forum se tiendra sous le thème « Responsabiliser la femme, donner au monde un avenir au-delà des objectifs du millénaire pour le développement ». L'objectif est entre autres de plaider pour la promotion de la femme et en particulier dans les affaires et les questions sociales. Les mines terrestres et les munitions non explosées font chaque année des milliers de morts et de blessés. En plus de ces pertes en vies humaines, les mines laissent également de nombreux handicapés. Ce jeudi 22 mai s'est tenue à Mogadiscio, en Somalie, la première réunion d'évaluation des besoins d'aide aux victimes handicapées. Aminata Diak. En Somalie, 150 000 hommes, femmes et enfants ont été sensibilisés aux dangers des mines et des restes explosifs de guerre dans la partie méridionale. Aujourd'hui, le travail se poursuit grâce à la mission conjointe du gouvernement et du service de l'action anti-mine des Nations Unies. Objectif, élaborer un plan de soutien aux personnes vivant avec un handicap. Les gens négligent les personnes handicapées, c'est comme s'ils ne faisaient pas partie de la société. Ils représentent pourtant 25% de la société somalienne. Mais ils ne représentent pas seulement des chiffres, ce sont des visages, ce sont des gens, ils ont des noms. Ils vivent, mais ils ont besoin d'aide pour faire partie de la société. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Certaines des recommandations formulées lors de la première réunion d'évaluation des besoins d'aide aux victimes handicapées incluent le renforcement des mécanismes nationaux et la fourniture d'un soutien intégré aux victimes. Cette réunion était très importante car il s'agit d'apporter une aide aux victimes et de former un groupe de travail pour les personnes handicapées. On redonne la voix à tout le peuple, mais il faut coordonner tout ce travail avec tous les acteurs. À ce jour, 290 906 hommes, femmes et enfants ont bénéficié de l'aide du service de lutte anti-mine de l'ONU. 23 132 recherches ont été menées et plus de 15 000 munitions ont été détruites sans incident. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.